Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais j'adore le comique de répétition. Et avec notre bon maire Jean-Luc Moumou, on en tient un bon. Ainsi, après avoir démoli le bleu-bleu en décembre dernier, demandé l'expulsion du DAL 31 et du Centre solidaire Abbé Pierre, le tribunal rendra son jugement le 20 avril prochain. Après avoir laissé le groupe Merci quitter le pavillon Mazar et ainsi gommer d'un trait de plume 2 décennies d'expérimentation théâtrale. Après également avoir envoyé une commission de sécurité à Mixar Miris pour signifier l'impossibilité à ce collectif d'artistes de continuer d'y travailler, d'y produire et d'y diffuser, tout en ayant pris le soin, un mois plus tôt, de supprimer la subvention habituellement votée pour le fonctionnement de ce lieu, qu'on ne nous parle pas de coups prémédités après ça, après s'être couvert de ridicule en se transformant en super monsieur propre, arrachant lui-même avec ses petites mimines les affiches dénonçant la violence de sa politique culturelle et sociale, affiches qui avaient été scotchées sur les vitres du TNT et tout autour du théâtre, théâtre occupé par les intermittents du spectacle. Et alors que le musée de l'affiche de Saint-Cyprien se meurt tranquillement, faute de directrice non remplacée et de manque de moyens, ne voilà-t-il pas que Jean-Luc Moudenc vient de se mettre en tête de revoir le fonctionnement du Métronome, la salle de concert municipale de Bordeaux-Rouge voulue par l'équipe de Pierre Cohen. C'est d'abord l'augmentation du prix de la location de cette salle de spectacle qui est ainsi votée en conseil municipal en décembre dernier avec comme conséquence prévisible l'impossibilité pour des petites structures d'organisatrices de concerts ou pour des groupes de musique locaux de pouvoir s'y produire, sans parler qu'on pourrait aussi assister à une augmentation à terme du prix du billet. À ce même conseil municipal, il a été également évoqué un changement de statut du Métronome. Actuellement, le Métronome est une salle municipale en régie directe, employant des salariés municipaux. Il serait question de la transformer en SPL, Société publique locale, passant ainsi d'un statut de droit public à un statut de droit privé. Interrogé alors par des élus d'opposition, Nicole Yardeni, Nicole Yardeni, l'adjointe au maire en charge des relations avec les acteurs culturels, n'a pas répondu à leurs questions, les assurant néanmoins que quand les choses seraient finalisées, il serait alors mis au courant. En mars, toujours au conseil municipal, un appel à projet a été également annoncé concernant le Métronome visant à, je cite, réinventer le Métronome. Le projet de la mairie serait d'y installer des structures liées à de l'entrepreneuriat et à de l'innovation avec installation d'espaces de coworking. Tout ça dans le Métronome. De fait, les 14 associations et autres structures de la filière musicale, organisateurs de spectacles, artistes, labels, centres de ressources du secteur, qui y étaient jusque-là hébergés, ont jusqu'à la fin juillet pour quitter les lieux, et cela sans qu'elles aient eu la possibilité de renégocier un nouveau bail. Alors, réinventer le Métronome, ça veut dire quoi? Interrogé là aussi par les élus de la liste Archipel, la même Nicole Yardeni a répondu, je cite, « Après 7 ans, il faut repenser ce lieu qui a été pensé comme un bloc de béton et un parking. » En plus des relations avec les acteurs culturels, Nicole Yardeni doit aussi avoir des velléités architecturales et de continuer, je cite toujours, « Nous souhaitons transformer le
métronome entièrement fermez le banc. De là à penser qu'une partie du métronome pourrait se transformer en pépinière d'entreprise, il n'y a qu'un pas que d'aucuns vont franchir allègrement et ils auront sans doute raison. Optimiser le modèle en passant à un nouveau mode de gestion, c'est ce que formalise la mairie dans un dossier d'intention déposé par la municipalité pour faire labelliser le métronome comme scène de musique actuelle. Ça fait plutôt peur cette déclaration, je vous la rappelle, optimiser le modèle en pensant à un nouveau mode de gestion. Ça fait moderne et c'est ce qui doit plaire à Jean-Luc Moudenc. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 32, réalisé ce soir encore par Marc Lazaro. Ce soir, on parle du nouvel album du groupe Host avec Carla Gaudret, Pierre Terris et Dorian Dutèche, trois de ses musiciens. Le quatrième, Théo Teboul, est resté bloqué en Belgique. Quelle drôle d'idée ça. Et ce soir, on parle aussi d'un concert qui sera donné demain soir depuis l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines, concert en direct et en streaming, bien entendu, sans public, vous l'aurez compris. On en parle avec Bruno Cofino, le chef de la chorale militante Le Cri du Cœur, mais aussi fondateur de l'orchestre de poche de formation qui, ensemble, demain soir, donneront vie aux compositions d'un album Parana, sorti en juin dernier. Et puis, dans 5 minutes, j'aurai au téléphone Nina Concedo, la porte-parole du DAL 31, avec qui nous parlerons de la manifestation qui a été organisée ce matin à Saint-Cyprien pour histoire de rappeler à la population ce qu'il advient actuellement du site de l'hôpital Lagrave. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Terminus Radioso, c'est le nom du 4e album du Tigre des Platanes, quartet toulousain qui depuis presque 20 ans défend les couleurs d'un jazz plutôt ouvert et libertaire, quartet sauvage aux furieuses bouffées d'énergie rock. Une sortie d'album que Campus FM a décidé de fêter comme il se doit en organisant avec le collectif Freddy Moraison un concert qui sera diffusé demain soir à 21h sur ces ondes campusiennes. En attendant ce grand moment de musique vivante, le Tigre des Platanes, on l'écoute tout de suite, L'œil du crabe, extrait donc de ce nouvel album Terminus Radioso que l'on peut se procurer sur le site de Freddy Moraison Productions. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
En radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Bonsoir Bruno Cofino. Bonsoir. On vous a demandé de venir dans cette émission pour parler d'un événement, un concert. C'est vrai que quand on dit concert, maintenant, on a l'impression de parler de quelque chose qui n'existe plus et on se tourne la tête pour essayer de se souvenir à quoi ça pouvait bien ressembler. Mais enfin, demain soir, il y a un concert à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Alors, je le disais en présentation de cette émission, concert sans public, en streaming, avec peut-être quelques invités dans la salle. On appelle ça des professionnels, même pas, histoire de faire voir un peu ce qui se fabrique aussi en ce moment. Donc pas de public, mais par contre les auditeurs potentiels pourront se brancher sur le site de la billetterie Festic, ouais. Qui pour le coup fait aussi billetterie en ligne et vous permettra d'accéder donc à la retransmission de ce concert pour la somme modique de 5 €. Donc concert qui va regrouper deux formations que vous dirigez et dont vous êtes à l'initiative, le Cri du Cœur, une chorale, je disais en présentation assez militante, histoire de rappeler que cette chorale-là, on l'a vu souvent dans pas mal de manifestations, d'occupation ou alors d'intervention dans des réunions sauvages. Ça, c'est pour le Cri du Cœur. Alors, ouais, je préfère... c'est pas la même, en fait. Il y a le Cri du Cœur à Montpellier, qui est effectivement une chorale militante. Alors nous, on milite à notre manière aussi. On organise tous les 1er mai, justement, une journée chant de lutte, etc. Mais je pense qu'il y a une petite confusion entre les deux. Ouais, alors peut-être. Mais c'est pas grave. Après, ça ne nous empêche pas d'être militants de notre côté. C'est quand même vous qui avez un répertoire on a un répertoire chant de lutte, les chants de lutte du monde entier. Oui, tout à fait, c'est ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et donc, l'autre formation, c'est l'orchestre de poche. Ouais. Et alors là, pour le coup, vous parliez du fait que l'on peut se tromper entre les noms. L'orchestre de poche, je croyais que c'était le nom aussi de la formation de Jean-Paul Raffi. L'orchestre de chambre d'hôte. Voilà, c'est ça. Donc, comme quoi, il y a des choses. C'est clair. Donc, l'orchestre de poche, formation que vous avez montée il y a combien? Il y a 7 ans, ouais, je dirais. Et qui, en juin dernier, a sorti un répertoire dont la composition est issue d'un voyage que vous avez fait du côté de l'Argentine. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce projet donc, et de cet album Parana? Oui, bien sûr, je peux. Alors faites-le, je vous y encourage. Donc, avant de poser mes pénates à Toulouse, j'ai habité à Barcelone, en fait, pendant assez longtemps. Et puis, dans les années 90, il y avait toute une diaspora argentine qui avait fui un peu la crise là-bas, la crise liée à l'ultralibéralisme qui arrivait en dévalant les collines. Et du coup, j'avais des super amis argentins et qui me parlaient toujours de leur pays. Puis forcément, comme ils étaient de ce côté-là de l'Atlantique, ils n'y allaient pas. Et puis, ils ont décidé d'y retourner il y a 6 ans quand ça commence à aller mieux. Ouais, enfin, surtout à aller mal ici. 2008, allez hop, on s'en va. Et donc du coup, j'en ai profité pour aller leur rendre visite, une visite de courtoisie, d'amitié. Puis j'avais un peu ce fantasme d'aller voir les chutes d'Iguassou. Donc je suis allé là-bas et puis je me suis enfermé dans une cabane pendant une semaine dans la jungle. Et là, ça a été génial. Bon, déjà, j'étais loin de toutes les préoccupations de ce monde. Et puis ça m'a permis de découvrir effectivement un pays super contrasté, riche et pauvre, latin et en même temps très européen. Alors bon, comme je parle couramment espagnol, en plus le contact était facile avec la population, donc c'était vraiment super. Et puis des musiques très très métissées. On connaît beaucoup le tango, on connaît moins les musiques folklore, comme ils disent, mais qui sont matinées aussi bien d'accordéon de guitare que de flûte guarani, etc. Donc c'était vraiment super intéressant. Et quelles sont ces musiques ? Il y a quelqu'un que j'ai découvert là-bas qui s'appelle Chango Spasiuk en français, qui vient pas mal dans la région. Je l'ai vu une fois là, dans une petite salle de 60 personnes, c'était super. Et puis lui, c'est un fils d'émigrés polonais et qui a grandi donc à Misiones, donc au milieu des plantations de maté dans une espèce de décor tropical. Et puis là-bas, il y a un style qui s'appelle le chamame,
qui est un mélange de polka, mais en fait c'est à 3 temps. Enfin bon, ça c'est pour les spécialistes. Une polka à 3 temps, et il y a en même temps de la guitare, de l'accordéon, des tambours guarani. Enfin c'est vraiment un truc assez débridé et qui m'a beaucoup parlé, parlé. Et donc voilà, du coup, quand je suis revenu de ce côté-ci de l'Atlantique, en fait, dans ma petite cabane, j'avais chopé la dengue. Donc j'ai passé une semaine à Purpan, aux maladies tropicales. ça m'a vidé de tout à peu près, quoi. Et puis forcément, ça m'a arrêté un peu dans mon tourbillon. J'étais pas du tout parti en Argentine pour rencontrer des musiciens ou travailler. J'étais vraiment parti justement pour faire le vide après une création. Et en fait, pendant cette période de récupération, tout a commencé à revenir, toutes les sensations de l'époque, le son, la nourriture, je ne sais pas m'attarder, la musique, etc. ont commencé à se mélanger, et puis sont arrivés des thèmes, et puis comme je cherchais à ce moment-là une inspiration pour l'orchestre de poche, je me suis dit tiens, c'est ça que je vais faire, je vais voir comment je peux faire sonner ça avec un orchestre qui finalement réunit les instruments de l'orchestre classique. Donc un voyage qui part des chutes d'Iguassou et qui va jusqu'à Buenos Aires, exactement, à Mar del Plata, enfin dans le voilà, c'est ça. Ouais. En suivant donc un fleuve. Parce que finalement, mon périple, la première fois où j'y suis allé, parce qu'après j'y suis retourné plein de fois parce que j'ai adoré, mais ça a été vraiment de suivre ce grand fleuve, un fleuve de 4000 km qui part du Brésil et puis qui traverse la Pampa, donc tout cet imaginaire du gaucho, de l'asado, et puis qui passe en fait de la jungle à la Pampa et qui finit à Buenos Aires, 26 millions d'habitants, et on est dans un délire complètement différent. Et donc c'est ce que raconte cet album Parana, avec une volonté d'en explorer les différents styles musicaux, ou pas du tout? Alors, il y a rien d'universitaire, on va dire, dans ce que j'ai voulu faire, quoi. C'est-à-dire que, de toute façon, j'ai écouté plein de choses que ça a forcément rentré dans ma manière de composer, sur les rythmes, justement, parce que c'est des rythmes très précis, chamamé, et donc, du coup, c'est aussi bien, effectivement, des rythmes, des sonorités. Je me suis mis au tango, donc je danse un peu le tango, donc forcément, j'ai réécouté tout le tango de l'âge d'or, du Piazzolla, etc. Mais je pense que c'est vraiment, tout le travail que je fais avec l'orchestre de poche, ça mélange aussi bien le punk rock que j'écoutais quand j'avais 15 ans, que Purcell, que la musique traditionnelle. Donc là, c'était un petit peu l'idée aussi de faire un objet qui soit couleur orchestre de poche, mais matiné justement de mélodies et de rythmes différents, quoi. Justement, l'orchestre de poche, c'était quoi l'idée de départ? Ah, bonne question. L'idée de départ, c'était déjà de faire de la musique instrumentale, puisque effectivement, je suis chef de chœur, entre autres. J'ai monté ici à Toulouse, il y a 20 ans, une chorale a cappella, donc beaucoup de chants. Et puis moi, je suis clarinettiste de formation. Ça fait super longtemps que j'ai plein de mélodies que je veux mettre en place. Et puis bon, j'ai testé le punk, j'ai testé la chanson française, j'ai fait la musique latine, etc. Mais il manquait toujours un instrument ou quoi que ce soit, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment la multiplicité des timbres, en fait. Voilà. Quand j'ai un violon, je vais entendre le violon. Quand il y a une flûte, je vais entendre la flûte. Des instruments plus modernes aussi. Il y a du sax, il y a de la batterie, il y a de l'accordéon, de la guitare. Et donc, l'idée, c'était vraiment, finalement, d'arriver à faire une musique où ce qui soit très important, déjà, c'est que ça soit un groupe. C'est-à-dire, je fais pas une musique virtuose, on va dire. Je la définis souvent comme une mosaïque ou un vitrail, c'est-à-dire qu'on a plein de petites pièces qui, peut-être sont mal dégrossies quand elles sont comme ça, mais dès qu'on les met ensemble, ça fait ça peut sonner. Voilà, exactement. Et donc, mon idée de composition, peut-être, c'est de partir sur des mélodies relativement simples et puis de la passer au violon, puis tout d'un coup, on va l'entendre au trombone, on va la passer en majeur, en mineur, etc. Et donc, du coup, c'était vraiment de faire une musique instrumentale, qui est ni classique ni jazz en fait, et qui est relativement imagée. Et donc tous les projets du départ, c'était vraiment de travailler aussi avec de la musique scénique, on va dire. J'ai travaillé avec du théâtre, avec de la danse, avec du cirque, etc. Et donc l'idée, c'était d'arriver vraiment à faire une musique une musique de scène. Ouais. Donc une formation qui comprend combien de musiciens?
11. 11. Et donc là, pour le concert de demain, donc autour de ce répertoire Parana que l'on peut aussi écouter sur cet album sorti en juin 2020, vous adjoignez les services de votre deuxième formation, le Cri du Cœur. Donc là aussi, rappelez-nous un peu l'histoire de ce chœur qui est quand même assez particulier. Je crois qu'un de mes credos, je parlais de mosaïque tout à l'heure ou de vitrail, à la chorale pour moi c'est pareil en fait. Voilà, on n'est pas sur des super belles voix bien travaillées, non, on est sur vraiment plein d'individualités, puis c'est le fait qu'on met tout ça ensemble qui permet de faire quelque chose d'artistique, on va dire. La chorale, pourquoi c'était à Barcelone, en fait, je savais pas trop quoi faire de ma vie, mais je voyais que j'avais envie, j'ai toujours voulu en fait permettre à des gens qui n'avaient pas fait d'études musicales, moi-même j'ai une formation conservatoire, enfin bref, tout était tracé. Si j'avais pas découvert les Sex Pistols à 15 ans, je serais peut-être clarinettiste professionnel c'est vrai. à l'orchestre de la garde républicaine. Il y en a pas mal à qui ça a fait ce même effet. Voilà. Ouais. Mais du coup, voilà, et mon envie a toujours été de faire que, même si on n'est pas musicien, on puisse avoir une expression artistique, en fait. Et quoi de mieux que le chant choral ? Puisqu'on n'a pas besoin d'investir dans des instruments très chers. J'ai acheté une trompette, super, ouais, j'en joue 2 semaines et après je la jette, voilà. Donc là, au moins, on n'a que la voix. Et puis, mon idée aussi, comme j'aime beaucoup voyager, c'est de faire une ouverture sur les cultures du monde et donc de faire des chants du monde. Alors, je déteste cette expression parce qu'elle a été complètement galvaudée depuis, mais l'idée c'était vraiment de faire découvrir des cultures en fait à travers leurs chants. Donc très souvent, moi quand je voyage, j'appelle ça la chasse aux chansons. Je pars d'abord avec un Walkman à cassette, comme on appelle, dont on discutait tout à voilà, l'heure. Puis avec un mini-disque, puis avec un téléphone, etc. Et en fait, je pars dans la campagne, dans la rue, et je demande aux gens de me chanter quelque chose, en fait, qui soit quelque chose de traditionnel. Et soit ça sonne, et puis j'essaye d'en faire quelque chose, et puis je le ramène, soit Ça sonne pas et ça reste dans les archives. Exactement. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire un voyage universel, on va dire. Et puis, l'idée aussi donc, de cette chorale, c'est que, c'est une chorale mixte, homme-femme. Il n'y a pas de limite d'âge, bien sûr. Il n'y a pas de pupitre attitré non plus forcément. C'est pas parce que je chante que je suis soprano ou je chante grave que je suis basse. Donc, vraiment, en gros, c'est de la transmission orale. Donc, moi, je chante ce que j'ai à chanter, puis chacun va choisir son répertoire. Voilà, exactement. Et puis, du coup, ça permet de faire vraiment quelque chose que j'ai l'impression de sentir atavique. Je me rappelle d'avoir été voir une super expo au Palais de Tokyo il y a longtemps, mais en fait, on rentrait dans une espèce de caverne toute noire et il y avait des gens qui commençaient à chanter, des très, très, très tribaux, sans lumière. Et donc, je me disais, mais oui, peut-être que l'homme, en fait, avant même qu'il y ait le feu pour rassurer, dans l'obscurité, peut-être que tout le monde chantait ensemble et ça créait vraiment une cohésion de groupe. Et en fait, c'est pas... Voilà, on fait pas des chants tribaux et tout. Voilà. Chaque répétition, mais en tout cas, voilà. J'étais en train de me dire, pour l'automaticité du chant dans une caverne, on demandera ça demain aux Ariégeois qui sortent de leur grotte là après 40 jours dans le noir complet. Voilà. C'est demain qu'ils sortent. Voilà, les gens de cette chorale, ils viennent d'où ? Des anciens professionnels, des amateurs, des gens qui ont envie justement de faire une activité artistique et de voir un peu ce que ça donne ? Ouais, il y a vraiment de tout, mais d'une manière générale, moi, je me plais à dire, autant l'orchestre de poche, c'est un orchestre pro, il y a rien à dire. Là, c'est de l'amateur éclairé, on va dire. Parce que, ça fait longtemps qu'on est là, sur la place. Mon niveau d'exigence, il est très grand. Donc, non, c'est des gens qui viennent pour se faire plaisir, mais aussi, justement, pour arriver à dépasser le concert de fin d'année. On a quand même une activité... On faisait pas mal de concerts, j'y reviendrai. Du coup, moi aussi, comme du coup, c'est des chants du monde, je trouve ça idiot de rester bloqué sur la petite salle de répétition. Donc, on voyage pas mal. On a été en Roumanie, en Bulgarie, en Espagne, en Géorgie. On devait aller au Bénin l'été dernier. On ira. Si c'est 2023, 2024, 2025, 2026, on ira. Donc l'idée, c'est aussi, de toute façon, au-delà de la musique, d'arriver à avoir une vraie expérience de vie, en tout cas, parce qu'à chaque fois, on est accueilli par les choristes ou les gens qui chantent, etc. Et donc, ça donne lieu
à des expériences pas possibles. Et j'ai perdu le fil, mais c'est pas très oui, grave. non, la question c'était amateur, pas amateur, Voilà. et c'est pas parce qu'on Exactement. est amateur qu'on n'est pas engagé. Exactement, tout à fait, ouais. Donc concert demain, comment on fait travailler ces deux formations ensemble? Bon, il y a au moins cet avantage d'avoir le même chef, mais comment ça s'est passé? Parce que là, la chorale c'est 20-25 personnes, 11 personnes pour l'orchestre de poche, donc ça fait quand même beaucoup de monde sur le plateau. Comment on fait travailler toutes ces personnes sur un projet comme celui de l'album? Alors, moi, le nombre de personnes ne me fait pas peur, si ce n'était les conditions sanitaires. Ben oui, Voilà. c'est vrai. Donc, moi, ce qui m'a donné cette envie-là, c'est effectivement d'être tombé sur une ou deux retransmissions de concerts classiques, encore une fois, mais avec des chorales entières qui chantaient là, effectivement. Donc les chorales installées dans la salle et puis l'orchestre. Donc je me dis, mais en fait, c'est faisable, effectivement. On nous dit que les concerts, c'est pas possible, mais en fait, si. Parce que voilà, on avait Saint-Pierre-des-Cuisines réservé depuis 2 ans. Donc autant vous dire que pour l'orchestre, c'est déjà une grande date, mais alors pour les choristes, c'est c'est. Là, on fait venir toute la famille. Voilà. et du coup, c'était très, très, très frustrant de se dire qu'on n'allait pas le faire. Bon, au début, on se disait, avril, bon, bien sûr qu'on va pouvoir le faire en avril. Tout va réouvrir. C'était juste une horreur. Mais enfin, voilà, ne serait-ce que le dernier confinement. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Déjà, bon... L'orchestre, il n'y a pas de souci, on faisait notre spectacle. Et puis après, il y a un décret, une petite ligne d'un décret qui disait que toute personne amateur participant à un spectacle professionnel avait une dérogation en fait pour que ce spectacle puisse exister. C'est ce qu'on a fait. Et puis après, le nœud du problème, c'était d'arriver à respecter les mesures sanitaires, c'est-à-dire trouver des endroits assez grands pour respecter, tout le monde avec le masque. C'était de se dire qu'à Saint-Pierre-des-Cuisines, justement, il y a un plateau de 200 mètres carrés, donc il y a de quoi mettre du monde. Mais Mais alors à sonoriser, ça va être l'enfer. Ouais, ça va être à l'enfer, mais en même temps, c'est Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est une salle qui est faite pour le classique. Donc de toute façon, la sonorisation que nous, on utilise là-bas, c'est juste un rehaussement des cordes pour qu'elle puisse sonner. Donc, et puis entre nous, c'est le travail de l'équipe de captation. Mais Saint-Pierre-des-Cuisines, on se met au milieu, on fait et on entend. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire des gens qui viennent voir des concerts classiques ou des orchestres ou des concerts de chœur comme le vôtre, il y a quand même cette idée de force qui vient du collectif et qui vient du collectif resserré. Là, pour le coup, je suppose que le collectif va être un peu éparpillé façon puzzle dans toute la salle. Oui. Il y aura peut-être moins cette idée de ensemble on est fort. Non. Ça sera là, mais ça va être dur. On écoutera ça donc demain soir. C'est l'ensemble de l'album que vous allez jouer demain? Alors j'ai donc fait une adaptation de l'album pour chœur, effectivement. Donc il reste quand même une grande partie de morceaux en instrumentaux. Et on a repris quand même quelques petits standards de Piazzolla, de Carlos Gardel pour... Oui, pour les chaumières. Pour la fine bouche. J'étais en train de penser à un musicien toulousain que Carla Gauderet à ma gauche connaît bien, Xavier Gensch, qui pareil, très amoureux de l'Argentine, qui lui y est resté. Et puis par la magie justement des concerts vivants en direct, on a pu le voir jouer il n'y a pas très longtemps dans une salle assez énorme. Je me souviens plus grande salle de Buenos Aires, consacrée au tango, au piano, en accompagnant quelques grands maîtres du tango argentin. Super. Et c'est vrai qu'il y avait une charge émotionnelle dans ces concerts comme ça. De l'autre côté de l'Atlantique, lui, c'était, je crois, 3h de l'après-midi. Nous, c'était 21h ou 22h. Il y a quand même une charge émotionnelle assez énorme. Donc le vôtre, ça sera demain soir à partir de 21h, je le disais, pour concert payant. Parce que dans les concerts live stream, il y en a qui sont gratuits, il y en a aussi qui sont payants. Je ne sais pas si ça débouchera sur une économie, ça, ou pas, mais c'est en train de se chercher. Donc, avant de vous poser la question, rappelez simplement qu'il faut aller sur le site de Festic, la billetterie qui d'habitude vous donne les tickets lorsque vous alliez voir des concerts en ville. Souvent, c'était Festic qui s'organisait de la mise en forme des tickets. Justement, cette
cette billetterie comme ça en ligne, ça peut être un moyen de refaire des concerts pour les artistes ou pas du tout? Je souhaite que non. Ouais, oui, après... Nous, ça a été un grand débat. Hein. Alors bien sûr, les scènes conventionnées proposent gratuit leurs prestations. Oui. Nous, la mairie ne nous fait pas cadeau de la salle. On a une équipe vidéo à payer et on n'a pas du tout des musiciens à payer et on n'a pas un seul personne dans le public. Donc ça a été alors c'est vrai que du coup, comme on est 35 choristes, il y a forcément un premier cercle qui est assez important. D'autant plus que la grand-tante va pouvoir voir ça du fond de sa chambre à Saint-Nazaire. Ah non, elle n'a pas Internet. Bon, c'est pas grave. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup... il y a la 5G. Ouais, voilà. Ça a été un parti pris de se dire, bon, est-ce qu'on fait payer ou est-ce qu'on fait pas payer? On fait payer. Et puis, on s'est dit, on va mettre un petit prix d'appel. Les gens qui veulent soutenir peuvent donner un peu plus, mais effectivement, pour nous, c'est pas le live aid, mais c'est aussi une manière de faire voir qu'on existe, qu'on est là. Et du coup, d'essayer de pas perdre trop d'argent en chemin. Et oui, je voulais juste rajouter quelque chose maintenant, j'y pense, c'est que tous les théâtres sont occupés, c'est super, on parle beaucoup de réouverture, de la culture, ça c'est ce que disent les médias, parce qu'on est bien d'accord que les théâtres sont occupés pour l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Et pas de la réouverture des théâtres. On est tout à fait d'accord, parce que quand les scènes nationales vont rouvrir, tout le public va y retourner et ils feront comme si rien ne s'était passé, alors que 75% des intermittents vont passer à la trappe. Bon, ça c'est le petit moment politique. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'on parle beaucoup justement de tous les professionnels, on va dire, de la culture. On ne parle pas du tout de la pratique amateur, qui est énorme en théâtre, en danse, en chant. Et c'est vrai que c'était la question que je me posais. Comment on arrive à faire vivre par ces temps de Covid une troupe d'amateurs? C'est impossible. Ça veut dire que, par exemple, le Cri du Cœur ne répète quasiment plus, sauf sur ce projet-là, parce que là, ils y étaient autorisés. Bien sûr. En fait, nous, déjà, on a fait 6 mois de répétition par visioconférence. Hein. Ouais. Voilà, de transmission orale par visioconférence. Et on a fait 2 répétitions générales parce que, justement, on avait cette dérogation. Mais tout ce qui est pratique amateur est complètement à l'arrêt. Et donc, encore une fois, il n'y a eu aucun protocole qui a été imaginé pour qu'il y ait un peu quelque chose qui se passe quand même. Et ça, on oublie le poids du socio-culturel qui, quand même, en France, est super développé, quoi. Et tout ce qui est MJC, MCL, donc, même quand les salles vont rouvrir, la pratique amateur... Elle va mettre un petit moment à se remettre en place. Mais lorsque vous dites qu'on oublie plein de choses, effectivement, on oublie plein de choses, y compris que le mouvement actuellement d'occupation des théâtres n'est pas centré sur la réouverture des salles, mais sur la suppression de la réforme de l'assurance chômage. Michel Vier était là la semaine dernière pour nous en parler, mais c'est vrai qu'il faut quand même se le dire. On n'est pas sur une revendication de réouverture. La réouverture, elle se fera un jour. Mais c'est de l'assurance chômage dont on parle. Et celle-là aussi, apparemment, elle va se refaire puisque quand même, elle a été votée. En tout cas, Bruno Cofino, merci d'être venu à ce micro pour nous parler de ce concert. Donc, le Cri du Cœur avec l'orchestre de poche demain samedi à partir de 21h. 20h30, donc pour un concert qui sera donné depuis Saint-Pierre-des-Cuisines et écoutable en streaming. Donc, je le disais, il faudra se brancher sur Festic, sur le site de Festic, pour pouvoir avoir les codes pour pouvoir voir l'image sur sa télé. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce concert. Et on va écouter tout de suite un morceau de cet album Parana, donc interprété par l'orchestre de poche. Et j'ai choisi la Masquera del Amor. Voilà, c'est formidable. Merci Bruno Cofino. Hoy me quedo sin mi querer. Te fuiste sin mirar atrás. Ya sé que no vamos a volver. Esto es el fin de nuestro amor.
alejan las nubes grises que amontonaban esos días. Se van las matinadas tristes de la máscara del amor. Tus besos para ti, ya no los necesito más. Cuanto más lejos estoy de ti, mejor me encuentro la verdad. Uno tras otro se esfuman los recuerdos de aquellos días, los dolores que se escondían tras la máscara del amor. Ay, me ves tú arrastrándome tras tu soberbia, tu vanidad, cayéndome sin agarrarme en el pozo de tu vacuidad. Guarda tus besos para ti, ya no los necesito más. Cuanto más lejos estoy de ti, mejor me encuentro la verdad. Nina Condesso, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vous a demandé de faire une petite intervention dans cette émission pour nous raconter un peu ce qui s'est passé ce matin à Saint-Cyprien. Donc, un appel à manifester était donné par le DAL 31, histoire un peu de rappeler à la population ce qui est en train de se passer sur le site de la Grave. Mais en même temps, vous en avez profité pour débaptiser la station de métro Saint-Cyprien. Vous nous dites un peu ce qui s'est passé ce matin ? Oui, c'est ça. Donc, ce matin, on s'est rassemblés dans le métro, la station Saint-Cyprien République. On a renommé de façon un petit peu plus adéquate selon nous. On l'a renommé à La Grave aux Riches by la Banque Kaufmann & Broad et la mairie de Toulouse. Puisque du coup, cette action fait suite au procès qu'il y a eu le 6 avril, puisqu'on est le procès d'expulsion du DAL par le CHU et la mairie de Toulouse. Du centre de la réquisition Abbé Pierre. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le délibéré de ce procès, puisque le délibéré va arriver le 20, mais a priori, ce qui se dessine, c'est une expulsion sans échéance, sans délai. Donc voilà, c'était un premier rassemblement symbolique avant l'obtention du délibéré pour montrer qu'on est toujours bien présent, que la lutte continue et qu'on continue à être mobilisé et à se mobiliser et jusqu'à l'obtention de nouveaux locaux. Avec donc ce qui risque de se passer, vous le disiez il y a 2 secondes, donc une expulsion qui sera effective à partir du 20 avril lorsque le tribunal aura donné son référé. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été pensées
avec la mairie de Toulouse, ou est-ce qu'actuellement il y a un impasse total au niveau des discussions qui avaient pu être engagées en juin avec la mairie de Toulouse ? Ah non, il y a un désengagement total de la part de la mairie de Toulouse dans les discussions. Il faut savoir que nous, on était en discussion depuis 2 ans avant les élections. Alors là, je parle à l'échéance des élections municipales. Ça faisait 2 ans qu'on était en discussion avec la mairie de Toulouse. Ils nous avaient fait visiter des nouveaux locaux. On avait réussi à se mettre d'accord sur une nouvelle convention d'occupation qui n'a pas été signée malheureusement avec l'échéance électorale. Et on a eu beaucoup d'échanges et en réunion physique et par mail, dans lequel la mairie de Toulouse nous certifiait ils nous soutenaient dans notre projet. Et on faisait partie des associations importantes et qu'il fallait maintenir en centre-ville. Et puis depuis juin 2020, 2020, élection municipale 2020, voilà, depuis la réélection de Jean-Luc Moudenc. Plus de nouvelles de la mairie qui ont fui la table des négociations sans retour depuis. Quelle peut être donc la suite pour vous par rapport à cette réquisition donc qui continuait à accueillir quand même des gens sur place? Il y avait des gens qui vivaient là-bas. Alors, il y a toujours des familles qui ne sont pas relogées, qui vivent encore là-bas, donc des familles que la mairie de Toulouse et le CHU ont demandé d'expulser sans solution de relogement en pleine trêve hivernale et en pleine crise sanitaire. Donc pour ces personnes-là, on est toujours en train de se battre et d'essayer d'accélérer les procédures pour trouver un relogement le plus rapide possible et des solutions de transition en attendant. Et puis ensuite, donc il y a effectivement le DAL 31, mais aussi le Centre solidaire Abbé Pierre qui ont leurs locaux à cet endroit-là. Le Centre solidaire qui continue jusqu'à présent. On y était encore jeudi dernier. Il y avait encore la permanence de l'association La Cloche qui était là, qui accueillait énormément de monde, donc ils sont encore actifs. Et pour nous, pour l'instant, effectivement, on va être très fragilisés, mais on va continuer à se mobiliser pour trouver des nouveaux locaux ailleurs. Ce matin, sur le lieu de la manifestation, il y avait à peu près une quarantaine de personnes. Comment remobiliser les gens et les Toulousains pour pouvoir repartir à la lutte, pour revendiquer des locaux pour les structures qui vont perdre les locaux qu'elles avaient à la Grave, mais aussi de manière plus générale pour faire appliquer une loi votée il y a quelques années sous la présidence de Sarkozy qui fait quand même du logement un droit constitutionnel. Dans la lutte, il y a plein de stratégies de lutte. Ça peut être pour la question du logement, ça peut être venir au rassemblement et aux actions du DAL, ça peut être venir aux permanences du DAL pour recevoir les personnes sans logis et mal logées et les accompagner dans leur démarche. Ça peut être aussi, donc on a une pétition là pour cette question des locaux et de l'expulsion de la Grave. On a une pétition en ligne sur le site du DAL 31 qu'on peut signer. C'est aussi possible d'écrire directement à la mairie en tant que Toulousaine et Toulousain, en tant qu'habitant de la ville et en tant qu'habitant ou habitante pour exprimer son mécontentement et son opposition face à ces décisions politiques. Donc il y a plusieurs façons de faire, à chacun de trouver celle qui lui convient. Je rappellerai simplement que à la lecture du dernier rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre, il y avait un décompte d'un peu plus de 4 millions de personnes qui étaient mal logées, avec plus de 20% des jeunes qui avaient du mal à payer leur loyer, et avec seulement 20% des demandes de HLM qui étaient actuellement satisfaites, ce qui fait quand même une description du panorama lié à l'habitat en France et singulièrement dans la région Occitanie absolument dramatique. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'il y a une offre de logement qui est notamment de logement social qui est complètement insuffisante à Toulouse en termes de quantité, ça c'est une chose, mais aussi en termes de qualité. Par exemple, il faut savoir que sur Toulouse, 75% des demandes de logements sociaux représentent ce qu'on appelle, concerne les PLAI, les logements très sociaux, qui sont des logements sociaux qui sont destinés à des personnes qui sont au minima social. Et en fait, ces logements-là représentent
une très petite part en fait du logement social. Donc même en termes de qualité et en termes de type de logement social, on est dans une offre qui est complètement inadaptée par rapport aux besoins sur la métropole. Oui, les deux derniers chiffres pour finir un peu cet entretien. Là, des chiffres concernant l'Occitanie. Sur ces 5 dernières années, la production de logement social a baissé de 25% et dans le même temps, la demande d'accession à des logements sociaux est passée de 120 000 à 160 000 demandes. Donc on voit à peu près un peu l'étendue du problème. Écoutez, Nina Condesso... Et d'ailleurs, juste si je peux rajouter, c'est que des projets comme le projet d'appartement de Kaufmann & Bros qui construit des appartements et qui va vendre ensuite à 10 000 euros le mètre carré contribue fortement à la gentrification de la ville et donc du coup à la diminution de l'accessibilité des logements et l'augmentation des loyers et la difficulté pour les gens de se loger et de continuer à vivre en centre-ville. Voilà, Nina Condesso, merci de nous avoir appelés et puis on se rappelle après le 20 et là on aura la décision du tribunal vous concernant. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir, à bientôt. Je pars à la dérive sur la route, sans en doute, dans tes bras, macadam. Je ne sais plus combien de kilomètres j'ai parcouru, le compteur s'accélère. Vers la mer et le ciel, mon amour. Partir au vert, tous les feux sont au rouge. On roule vers la mer et le ciel, mon amour. Partir au vert, tous les feux sont au rouge. De terre sous mes grolles, quand le ciel se dérobe. Tes yeux sont de perles d'émeraude, et le diable nous sert de défaut. On a toute la nuit pour rechercher l'aube. Et le diable est partout, et le diable est partout, et le diable est partout. On doit reprendre la route. Vers la mer et le ciel, mon amour. Partir au vert, tous les feux sont au rouge. On roule vers la mer et le ciel, mon amour. Partir au vert, tous les feux sont au rouge.
Voilà, on vient d'écouter Jeffers Waldo, artiste toulousain, qui vient de sortir ce petit morceau, Ride de nuit, avec la présence d'un rappeur toulousain, LMA, et Waldo, que l'on rencontrera sans doute dans pas très longtemps dans cette émission. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Et ça, on ne le dira jamais assez. Il faut effectivement se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Et là, on commence à devenir très très chaud. Bonsoir, musicienne de Host. Bonsoir. Bonsoir. Donc, derniers invités de cette émission, Pierre Terris, bassiste, Carla Gaudret, saxophoniste, Dorian Dutèche, guitariste, le quatrième de la bande, je le disais en début d'émission, étant resté bloqué à Bruxelles, en Belgique. Théo Teboul, si tu nous écoutes. Tous les quatre forment le groupe Host, et le groupe Host vient de sortir ce qui est finalement votre deuxième album. Oui, tout à fait, c'est ça. KOS, K-O-S, KOS, un album qui a une histoire assez rocambolesque. Je me souviens que dans cette émission, on a passé le premier morceau issu de cet album en devenir, puisque c'était le début des enregistrements. C'était en juin 2019. Et oui. Et, oui. Et deux ans plus tard, il sort. C'est ça prend du temps. Entre-temps, il y a eu quoi ? Il y a eu le Covid, mais il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu plein d'aventures entre-temps, et puis finalement, prendre le temps de faire un disque, c'est pas mal. Mmh. C'est chouette aussi. Bon, évidemment, il y a plein de gens qui l'attendaient, et nous aussi, on l'attendait impatiemment, mais on a pris le temps de le sortir comme on le voulait, et on en est content. On est très très content. Vraiment très fier d'avoir pris le temps de le faire, quoi. De composer. Quand on dit prendre le temps de le faire, donc il y a quand même eu des enregistrements qui se sont passés entre avril-mai 2019 et puis l'automne 2019. Donc ça, c'est des premières reprises. Ça veut dire que ces prises-là ont été retravaillées parce que justement l'album ne sortait pas encore. Alors en fait, on l'a fait en 2 fois. C'était quoi ? C'était en avril 2019. On a enregistré Went et Fun Effect, tout simplement parce qu'on voulait faire 2 clips dans la vallée d'Aspe. Et donc on est obligé de le faire avant. L'album, le reste des morceaux, on l'a enregistré en octobre 2019, et ensuite il y a eu le Covid, et voilà. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Ça arrive. En tout cas, ça arrive. Ouais. Et donc cet album sort maintenant. Il correspond à quoi j'allais dire, dans votre parcours ? Donc Host, c'est un groupe qui existe depuis 5-6 ans, à peu près. Là, cet album-là, il photographie quoi ? Il photographie la situation du groupe en 2019 ou la situation du groupe pendant ce Covid ? Carla, je vous vois sourire. En fait, je pense que c'est, pour nous, c'est un peu un virage qu'on a pris. Ceux qui nous connaissent le reconnaîtront en entendant ces nouveaux titres. Et c'est peut-être une affirmation de personnalité aussi et d'identité pour le groupe. Donc on a choisi vraiment un univers et on s'y est donné à fond dedans. Et tout un concept de voyage entre les Pyrénées et les fjords. C'est quelque chose qu'on aime bien raconter. Et après, voilà, c'est pas quelque chose qui est figé, hein, mais même si pourtant un album fige toujours quelque chose, mais c'est pas figé à une date. Je me souviens que lorsque vous définissiez votre musique sur les débuts et lors de la sortie du premier album, vous parliez de musique drone. C'est Pierre qui expliquait souvent ce terme-là et cette façon de travailler la musique avec cette espèce de son continu qui traversait tout l'album. Est-ce que c'est des choix esthétiques qui sont maintenus dans cet album-là, Pierre ? Et beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est vrai qu'on avait tendance à avoir vraiment beaucoup d'envies différentes et dans les musiques assez expérimentales et en même temps dans des choses très jazz, en même temps aussi l'écriture orchestrale, des choses très rock, le métal. Et on est parti plein fer dans tout ça au début du groupe.
c'est vrai qu'on s'est trouvé petit à petit, quoi. Donc c'est vrai que ce disque-là, il met quand même pas mal de côté les côtés plus expérimentaux qu'on pouvait avoir, quoi. Oui, et en même temps, quand même, je trouve qu'on a gardé quand même cette identité de recherche sonore. Il y a quand même beaucoup d'effets qui rajoutent. Voilà, c'était surtout une recherche de texture qu'on voulait faire, de texture de son. Et je pense que ça, on l'a gardé quand même beaucoup. On a toujours voulu avoir une dimension orchestrale à 4. Donc par beaucoup d'effets, de petits instruments, des petites mixettes, des instruments électroniques, des claviers rajoutés. Et oui, ça on l'a toujours voulu quand même, avoir épaissir le son à 4, quoi. D'où aussi l'expérience à un moment donné de Host avec un orchestre de 3 cordes et de 3 cuivres qui venait un peu renforcer les morceaux de la formation, et morceaux que l'on peut écouter notamment sur le premier album, puisque la moitié du disque est aussi fait avec cet orchestre de cuivre et de cordes. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Alors ces nouveaux choix esthétiques, c'est quoi? Comment les définir? Ils viennent d'où? Et vous vouliez aller vers quoi? Qui c'est qui s'y colle? Carla, allez. Je pense que ça reste quand même toujours métissé, forcément, parce qu'on a quand même plusieurs influences, mais je crois que ça s'est resté dans l'univers post-rock, jazz post-rock, progressif, on pourrait dire jazz progressif du coup pour raccourcir, mais il y a aussi un petit peu de pop. Moi je trouve qu'il y a des endroits un peu folk aussi, il y a plein de choses dans cet album toujours, mais je dirais que c'est des histoires aussi, quoi. Voilà. Vous parliez de pop et un peu, moi je trouve un peu beaucoup, avec un format d'abord qui s'est raccourci, et qui est férocement pop. Je veux dire, vous faites de plus en plus des morceaux pop. On va en écouter tout de suite un petit extrait de la pop façon Host, et vous allez quand même l'écouter et le découvrir. Ça fait quand même pop. Overcome. I knew you'd be the one. I was overcome with joy. Whoever said I was overcome with joy? Whoever said you'd be the one left holding the door? Overcome with joy. Whoever said you'd be the one? Voilà, quand je le disais que ça faisait quand même méchamment pop, Dreamwalk, extrait donc de ce deuxième album COS du groupe toulousain Host. D'où il vient d'abord ce chanteur? Alors, il s'appelle Jeff Taylor, et c'est un chanteur qu'on a rencontré lors d'un coplateau qu'on a fait avec le quartet de Donny McCaslin en 2019 à Marciac. Et voilà, c'est quelqu'un de très jovial, de très sympa, avec qui on a sympathisé. Moi, cette composition, je l'avais depuis quelques temps. On l'a jouée, et on la joue toujours d'ailleurs sans chant. Mais j'entendais toujours quand même de la chanson dessus. Et du coup, je me suis dit, tiens, si on demandait
à Jeff de venir chanter avec nous. Et Covid oblige et surtout États-Unis oblige. On l'a pas fait venir, mais il a enregistré depuis chez lui. Il a accepté totalement de se prêter au jeu et on est ravis parce que c'est. Là pour le coup, les paroles, c'est qui ? C'est de lui aussi. En fait, il a composé la chanson, les paroles, il a tout. Il a posé ça dessus et il a posé ça carte sur la blanche, musique. quoi. Voilà, sur la musique qui existait déjà. Ouais. Vous avez beau dire que ce morceau existait avant qu'il y mette des paroles, je pense que ce morceau-là aura du mal à exister sur scène maintenant qu'on l'aura dans l'oreille après le disque. La voix peut manquer, mais même pour nous quand on le joue, mais c'est totalement autre chose en fait, d'un point de vue instrumental. Mais il existe quand même. Et est-ce que vous avez l'impression, même si c'est le seul morceau qui est chanté, après il y en a plus, mais est-ce que vous avez l'impression que effectivement l'ensemble de l'album est parti sur une direction nettement plus pop, je le disais, avec des formats un peu plus courts, et j'allais dire peut-être avec des mélodies plus importantes et plus soutenues, et qui partent moins vers des digressions oniriques comme on a pu avoir sur le premier album. Vas-y. Non, mais oui, le côté pop, c'était vraiment une volonté. Déjà au niveau des formats des morceaux, on a voulu mettre un couplet, un refrain, remettre le même couplet qu'on avait avant et avoir des formats un peu plus faciles que ce qu'on avait sur le premier, où j'ai l'impression qu'on s'éparpillait beaucoup parce qu'on savait pas, je pense, où on voulait vraiment aller. Et là, c'est une direction dont on est assez content, quoi, finalement. Ouais, c'est plus assumé. Oui, mais voilà. en fait, le truc que moi j'aimerais dire, c'est qu'on s'interdit rien, quoi. Donc là, on est parti dans ces morceaux-là sans se dire il faut absolument faire des morceaux plus courts, faut partir à fond dans cette direction pop, parce que c'est pas du tout ce qu'on s'est dit. Ça s'est fait comme ça. Et demain, on fera peut-être du drone de nouveau, on fera peut-être de la polka, c'est pas. Ouais, mais de la polka à trois temps. Apparemment, elle est vachement plus intéressante. Donc cet album Kos que vous avez décrit, parce que ça fait quand même longtemps que vous en parlez sur les réseaux sociaux, vous avez envoyé de temps en temps des cartes postales, des petits clips, des bouts d'images et des bouts de musique pour dire bon, il est pas là mais il va bientôt arriver. On a entendu un album couleur d'automne, et puis il y a eu cette histoire c'est un rapport entre la vallée d'Aspe et les fjords norvégiens. Qu'est-ce que c'est cette histoire de vallée d'Aspe d'abord? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui tournent autour de hosts qui viennent de là-bas. C'est quoi cet amour pour cette vallée-là, où vous avez répété, où vous allez de temps en temps en résidence? Enfin, je veux dire, il y a eu plein de choses pour le groupe Host qui se sont passées là-bas. Alors la vallée d'Aspe, c'est là où j'ai grandi. Ah ouais. Donc c'est un peu mon pays, quoi. Et il se trouve que j'ai une maison de famille, une grange, une vieille ferme à 1000 mètres d'altitude, vraiment en haut de la vallée d'Aspe, assez éloigné. Et on s'est retrouvés en résidence plusieurs fois, et pour créer, c'est là qu'on a créé les premiers morceaux de Host, en fait. Donc voilà. Voilà, et les clips qu'on a fait récemment, du coup en 2019, Fun et Went sont tournés là-bas. Donc Fun vraiment dans les montagnes où il faisait 1 degré. Entre deux averses, on a réussi à trouver des plans. Alors que finalement, le Fun, c'est tout le contraire. C'est un vin chaud à 18-19 degrés. Voilà, mais on n'a pas choisi la bonne saison. Ça se voit pas qu'il fait 1 degré. Nous, on le sait par contre. Et Went, il était tourné dans cette grange finalement aussi. Voilà. Et les fjords, justement, on aime ça par rapport à ce qu'on écoute, comme Sigur Rós, ce groupe islandais. On a aussi de moi Carla. EST, voilà, des groupes vraiment d'inspiration nordique. Et puis c'est des paysages. C'est quoi qui est intéressant dans cette musique-là? Moi, je trouve que c'est une musique très visuelle, et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup aussi pour Host, c'est d'avoir vraiment une musique assez cinématographique. Ouais. Et je trouve que quand on écoute ces musiques-là, on est dans la lande désertique, en fait. Il y a un truc très contemplatif et qui fait voyager, quoi. Donc, nous, ça nous plaît bien,
Et puis, comme on était parti sur l'idée du nom du groupe d'inspiration norvégienne, on s'est dit, mais autant aller creuser, à la source. Ouais, vraiment là-dedans, quoi. Alors, on n'a pas encore eu la chance d'aller ni en Norvège ni en Islande, mais qui sait. Vous finirez bien par y jouer. Il y a bien un jour où tout le monde se remettra à jouer. On a joué en Islande en streaming l'année dernière. Donc quelque part, on y est allé un petit peu. C'est pas mal. Et c'est vrai qu'en parlant de ça, vous aussi, vous avez fait l'expérience des concerts en streaming. Il n'y a pas très longtemps, on a pu voir sur le net un concert qui avait été enregistré à Pucharamé. C'est une nécessité de se produire aussi comme ça en streaming pour un groupe qui, s'il ne joue pas dans ces conditions-là, ne joue pas du tout. C'est épineux comme question parce que c'est une nécessité d'avoir un contact avec le public. Donc là, c'était pas vraiment un concert en streaming. Ce qu'on a fait, c'était un live différé qui était sur YouTube et on pouvait répondre aux gens dans le chat de YouTube, ce qui, en fin de compte, était assez intéressant comme expérience. Mais moi, j'ai pas envie que ça dure, ça. En fait, j'ai pas du tout envie que les gens s'habituent à ce format de concert, à se dire en fait c'est cool, puis qu'on puisse dire aux musiciens mais de quoi vous vous plaignez, vous pouvez faire des concerts. Oui, il y a personne devant, mais c'est pas grave quoi. Les gens ils sont derrière leur écran et tout se passe derrière un écran maintenant quoi. Donc bon oui c'est bien parce que ça fait une expérience, ça fait de la visibilité, ça fait mais c'est pas du vrai et ça nous manque trop quoi. C'est juste une roue de secours temporaire quoi. Et il faut vraiment le voir comme ça. Hein. La suite pour vous, donc c'est attendre que les salles réouvrent. Et à partir de là, il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place ou pas du tout, Pierre ? Les reports des dates qu'on avait l'année dernière, quoi, qui se sont... comme le disque devait sortir en avril 2020, on avait toute la tournée qui était prévue là-dessus, donc tout s'est reporté. Donc c'est le décalage des dates qu'on avait l'année dernière, quoi, qui se profile à l'horizon. Et je pensais au festival que vous organisez depuis 4-5 ans, toujours fin août, à Mauvezin. Qu'en est-il pour l'édition de cette année ? C'est quelque chose qui est déjà annulé ou vous continuez à vous y accrocher en disant... Non, c'est pas annulé. Mais nous, on souhaite faire ce festival dans les meilleures conditions, c'est-à-dire normales. Et s'il y a la moindre restriction, on ne voudra pas... Ça sera compliqué pour nous, quoi. Ouais, donc, quand vous dites s'il y a la moindre restriction, bon, au niveau de la jauge, 5000 personnes, ça va, ça passe. Par contre, les restrictions autour de la restauration et la buvette, la buvette, ouais. Pour l'instant, la buvette, c'est Oui, interdit. c'est net. Et la restauration aussi. C'est pas possible. Et puis même, c'est un festival... très convivial quoi, c'est le festival de la fin d'été, c'est les retrouvailles de j'allais dire c'est aussi presque le festival de la famille musicienne toulousaine. C'est ça, puisqu'on fait une programmation très locale, donc on se connaît tous quasiment, et donc faire ça avec les masques, 4 mètres carrés par personne, non mais c'est pas l'esprit de la poutre, parce que le festival s'appelle la poutre. S'appelle la poutre. Et la poutre qui chaque année donne à voir ce qui se fait de mieux sur la scène. Alors j'allais dire jazz, mais c'est vrai qu'avec vous on peut plus trop parler de jazz. J'allais dire de... Ouais, mais même pas pop. Par contre, de la scène des musiciens professionnels. Et c'est vrai que plus ça va, plus je m'aperçois que la scène rock reste encore ce qu'elle a finalement toujours été, une scène de musiciens amateurs éclairés certes, mais amateurs qui par ailleurs ont tous des boulots à côté. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y a des musiciens, d'autres musiciens à Toulouse qui sont plus dans le circuit professionnel. C'est ceux-là aussi qu'on rencontre à la poutre. C'est ceux-là qu'on rencontre à l'impro, qu'à l'impro programmer des concerts. C'est ceux-là que vous invitez et que vous donnez à voir chaque année dans ce festival. C'est la création, hein, ce qui les métissages. Voilà, on est tellement influencés tous par des choses très variées, différentes, que forcément ça donne des choses qui sont pas comment on dit oui, qui sont pas segmentés. C'est ça, oui. Donc c'est la création qui se passe aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. On essaie vraiment de... Ouais, puis en fait, c'est la poutre, c'est le festival des musiques libérées. On l'a appelé comme ça et c'est pas pour rien. C'était aussi pour
pas se mettre de barrières non plus, quoi. On est tellement dans un système où il faut mettre les choses dans des cases, il faut bien les ranger, bien les identifier, bien les étiqueter, que voilà, c'est compliqué. Nous, quand on nous demande de définir notre musique, on peut pas mettre une seule étiquette, quoi. Et donc, voilà, peut-être s'appeler du jazz libéré. Je reviens sur ce que tu dis, mais il y a quand même du jazz sur le... On a eu une volonté aussi de revenir vers ça, justement, dans les solos. Avant, il n'y avait pas du tout de solo, on ne voulait pas en faire. Maintenant, on essaie de revenir sur ça, où on peut chacun s'exprimer, avoir un petit chorus, revenir sur ça. Et ça, c'est vraiment une culture jazz qu'on a. Et c'est vrai que pour la première fois dans Os, on entend des solos de guitare. Voilà. Effectivement. Quand vous disiez que vous vous interdisiez rien, c'est vrai que le confinement vous a permis aussi de partir dans d'autres aventures, et on a vu fleurir du côté de Host, notamment du côté de Carla et de Dorian Dutèche, des expériences plutôt disco avec 2 projets, un qui s'appelle Flake et qui va bientôt sortir un 5 titres dans pas très longtemps, Dorian. Alors le 5 titres, ça sera en octobre. Et là il y a un titre qui sort le 29 avril, qui s'appelle Keep Going All Night. Je ne sais pas si je le dis bien, mais on l'a déjà écouté ici. Voilà. On l'a déjà passé plusieurs fois dans Caramel. Et puis il y a eu ce Retro Fever, alors là qui était une histoire plutôt drôle de reprise de morceaux de la grande époque du funk et du disco américain par une partie donc de cette scène jazz toulousaine. Et quand on a vu les clips qui ont circulé un peu sur la toile, il y a quand même une jubilation de jouer cette musique qui est assez apparente, et on a hâte que vous fassiez des dansoirs avec la boule à facettes, histoire d'aller se déhancher sur scène. Ah ben nous aussi complètement. C'est vrai que c'est jubilatoire, en fait c'est la bamboche, quoi. C'est là c'est la bamboche. Mais pourtant la bamboche c'est fini. Non. Voilà, bon, en tout cas avant de voir ces expériences disco soul envahir les scènes toulousaines une fois qu'elles seront réouvertes. Vous avez vu d'ailleurs cet après-midi, les premières réouvertures étaient prévues pour le 3 ou le 4 mai. On commence à dire que ça sera plutôt vers mi-mai. Donc déjà là aussi c'est du rétro-pédalage. Il y a Retro Fever et rétro-pédalage aussi. Bon, en attendant de vous voir sur scène avec ces formations un peu disco, on va se précipiter donc sur ce deuxième album, Kos, deuxième album de Host, en attendant là aussi de vous retrouver sur scène, peut-être à la fin de l'été à Mauvezin pour l'édition 2021 de La Poutre. En fait, on a 3 concerts cet été. C'est complètement fou. Ah oui, ça c'est. C'est complètement fou. Profitez-en, dites-le, parce que vous êtes sans doute une des rares formations à pouvoir annoncer ça. En fait, c'est des concerts qui se sont reportés, et bon, on est quasiment certains qui vont se passer, puisqu'ils ont été reportés dans les conditions sanitaires obligatoires, etc. Donc on aura un concert pour le festival Jazz 360 à Sénac, en coplateau d'ailleurs avec Nicolas Gardel et Rémi Panossian. Donc voilà, la famille un peu. Et on sera où, je sais plus, ça y est. On sera à Juan. Ah oui, à Juan-les-Pins pour les Jamin Summer Sessions de Juan-les-Pins, et à Marciac, à la Strada, pour le festival Jazzy de Marciac, a priori. Voilà, donc on a au moins ces 3 belles actualités qui nous font plaisir et qui mettent du baume au cœur un peu. Très bien, on saura où aller cet été. Vous parliez de Nicolas Gardel, qui fait partie des 3 invités que vous avez sur cet album. Le 3e étant Ferdinand Doumerc, le premier étant le chanteur américain que l'on a entendu tout à l'heure. Là aussi, Ferdinand Doumerc et Nicolas Gardel, c'est la famille. Ah oui, complètement. En fait, Ferdi pour les intimes, on avait fait une rencontre déjà, on avait fait un concert, une création qui s'appelait Host invite Ferdinand Doumerc. Et on avait composé des morceaux ensemble, dont ce morceau d'Ious sur lequel il est invité. Et Nicolas Gardel, pareil, nous suit depuis très longtemps, donc c'était assez évident de les avoir avec nous. C'est des grands frères un petit peu. Voilà, et c'est justement le morceau avec Nicolas Gardel que nous allons écouter pour finir cet entretien. Donc extrait de ce 2e album, Kos, du groupe Host, album qui sort aujourd'hui. Alors là aussi, c'est comme tout à l'heure l'album du Tigre des Platanes. Vous pouvez le retrouver chez les disquaires, parce que les disquaires continuent à rester ouverts, mais vous pouvez aller aussi sur leur site
site où il sera également en vente. Donc, deuxième album de Host, Kos. On écoute tout de suite Ville avec Nicolas Gardel à la trompette. Merci en tout cas d'être venu nous en parler ce soir. Merci. Voilà, c'était donc Ville, un morceau extrait du deuxième album de Host, Kos, album qui sort aujourd'hui. Et puis on va presque se quitter, le temps pour moi de vous proposer deux, trois choses que l'on peut grappiller en ce moment sur le net. Toujours chaque semaine à 12h30, je le rappelle, chaque semaine en fin d'émission, et bien, tous les jeudis aux alentours de 12h30, donc il y a le concert qui est donné dans le cadre de la pause musicale, là.
la programmation concoctée par Joël Saurin, qui chaque semaine investit la CAFPO pour ce concert, sans public, sans personne. Simplement, il suffit de se brancher sur le site de la radio de la CAFPO, la web radio, Radio CAFPO, et on peut l'écouter en direct. Donc jeudi prochain, c'est le duo Orient au pluriel, mêlant la flûte et le chant d'Emmanuel Troy aux arbres et autres percussions de Luc Girardot. Donc concert à écouter sur la web radio Radio CAFPO, jeudi à 12h30. Dimanche à 19h, là aussi, concert à écouter sur la page Facebook du site d'une radio web aussi qui s'appelle Radiom, R-A-D-I-O-M. Et là, c'est Édredon Sensible qui jouera à partir de 19h sur cette radio-là, accompagné par un quatuor vocal a cappella, les Divasquettes. Ça vous dit quelque chose, Bruno Coffino, ce quatuor? Oui, je connais, parce que Colline qui est dedans, elle est flûte aussi, remplaçante sur l'orchestre de poche. Donc, ouais, d'accord. Là, dimanche, ne comptez pas sur elle. Par contre, elle se sera farcie le concert de la veille. Donc, dimanche, elle est en Facebook sur le site de Radium avec Édredon Sensible. Et puis, demain soir à 20h30, donc, concert en streaming de l'orchestre de poche et du Cri du Cœur. Donc, une adresse pour aller voir ce concert-là. Parana.festic.net, 5 € la place, concert chaudement recommandé par la maison. Et puis demain soir à 21h sur Campus FM, je le disais en début d'émission, concert du Tigre des Platanes à l'occasion de la sortie de leur 4e album Terminus Radioso, concert donc à écouter sur 94 MHz à partir de 21h. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est réécoutable sur la page Facebook de Caramel Mou Campus FM. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. D'ici là, portez-vous bien. Caramel.